Ok, salut à tous et bienvenue dans Roue Libre, la série dans laquelle je vous propose de voir le Tour de France avec un œil de géographe. Pour ce premier épisode, je vous propose qu'on s'intéresse au parcours en lui-même. Comment il a été décidé, pourquoi et que nous dit ce trajet 2023. Alors, vous le voyez ici, le parcours des cyclistes depuis la création du Tour en 1903, il a constamment évolué. En 1903, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, mais en gros, c'est Géo Lefebvre qui va imaginer un grand événement sportif pour booster un peu les ventes de son journal qui s'appelle L'Auto et que vous connaissez puisqu'il deviendra plus tard l'Express. Journal d'ailleurs qui est imprimé sur papier jaune, d'où la couleur du Tour, pour la petite anecdote. Mais 120 ans après, du coup, la logique de promotion et de marketing, elle est toujours bien présente. Depuis 1992, c'est la société Amaury Sport Organisation, qui détient notamment le magazine L'Équipe, qui choisit le tracé du Tour dans le respect des règles de l'Union cycliste internationale et en fonction des candidatures des quelques 250 villes qui postulent chaque année pour accueillir une étape. Alors pour choisir les étapes, c'est Thierry Gouvenou, qui est un ancien coureur chargé d'établir le parcours, qui va lui-même sur le terrain et qui consulte des cartes routières, mais aussi des forums spécialisés ou l'application Strava. Vous connaissez sûrement, en gros c'est une appli sur laquelle les cyclistes peuvent partager les routes qu'ils empruntent. Alors le parcours il a bien évolué, mais on observe des éléments récurrents. Les arrivées à Paris, les étapes de montagne et l'importance des villes ouvrières qui rappellent les origines populaires du cyclisme. Tiens, par exemple, j'ai découvert ça, je trouve ça un peu marrant. Le Tour, il est passé plus souvent à Roubaix qu'à Lille et plus souvent à Saint-Étienne qu'à Lyon. Et puis, le choix du parcours, il se fait aussi en fonction de différents critères. On a d'abord une dimension politique avec les départs de l'étranger. On va éviter les zones de combat de la Première Guerre mondiale justement en 1939. Et plus tard, on va prôner l'union entre les peuples. Il faut aussi du spectacle et du suspense pour plaire aux téléspectateurs. D'où les étapes de montagne, qui sont très présentes dans cette édition d'ailleurs, et le fait aussi que les étapes les plus dures soient réservées en fait à la deuxième partie du Tour et diffusées plutôt en fin de semaine. D'ailleurs, Roland Barthes y comparait le Tour de France à une épopée, voire à un feuilleton dont l'intrigue du coup ne doit pas être résolue trop tôt pour garder son intérêt. Et il disait même que la géographie du Tour était entièrement soumise à la nécessité épique de l'épreuve. Autre point, depuis toujours, le choix des étapes, il répond à une logique de promotion territoriale. Le parcours de 2023, par exemple, c'est un des parcours qui traverse le moins de départements de toute l'histoire du Tour, mais c'est aussi un des parcours qui comprend le plus de sites accueillant l'événement. Notamment parce que dans cette édition, les cyclistes y partiront rarement de la ville où ils sont arrivés la veille, pour des raisons logistiques déjà, mais aussi parce que de plus en plus de villes veulent accueillir le Tour pour bénéficier des retombées économiques de l'événement, qui est d'ailleurs le troisième événement sportif le plus regardé après les JO et la Coupe du Monde de foot, et qui offre du coup un coup de projecteur au territoire et fait tourner les hôtels et les restaurants. D'ailleurs, le Tour a vraiment été un outil de développement ou de promotion de certains sites touristiques comme le Futuroscope, qui a été une étape du Tour à 6 reprises, le Puy du Fou, ou alors Vulcania, dans le cadre d'une politique de promotion touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors certes, les villes doivent payer entre 50 000 et 130 000 euros pour obtenir une étape, notamment pour effectuer des travaux de mise en conformité, mais elles en retirent souvent des bénéfices importants, même s'il reste difficile à chiffrer. Par exemple, on a estimé qu'après le passage du Tour, le Finistère a retiré 3 euros de bénéfices pour 1 euro investi. Et puis, on remarque aussi qu'il y a des étapes de montagne dans les 5 massifs pour cette édition 2023, avec à chaque fois des arrivées en altitude dans des lieux spectaculaires et mythiques qu'on peut qualifier de hauts lieux. Alors, un haut lieu, c'est quoi ? Eh bien, pour le géographe Bernard de Barbieux, ce sont des espaces qui sont chargés d'une dimension symbolique pour une communauté. Par exemple, le mythique Mont Ventoux en Provence. Et puis dernier point, pour choisir le parcours du Tour, il y a aussi plein de contraintes logistiques qu'on n'imagine pas forcément. Par exemple, pour qu'une arrivée en plaine soit possible, il faut au minimum 7 hectares pour accueillir les spectateurs et la caravane du Tour. Et puis aujourd'hui, c'est pas du tout évident de trouver des villes pratiques pour les cyclistes, car beaucoup ont des aménagements urbains comme des dos d'âne, des trottoirs ou des ronds-points. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, mais les villes les mieux aménagées pour les vélos sont souvent les moins à même d'accueillir le Tour, puisqu'elles sont bourrées de ralentisseurs et de pistes cyclables, et du coup dépourvues de routes larges et lisses qui sont nécessaires à un sprint massif. Bref, vous avez compris, le Tour met en scène le territoire national, valorise des hauts lieux et des villes moyennes.
se heurte à l'aménagement du territoire et permet aussi la promotion territoriale. Je vous invite à creuser tous ces sujets avec les sources que j'ai mis en description, notamment en lien vers le site Géoconfluence. Et en attendant, profitez bien du tour et on se voit pour le prochain épisode.